Bonjour, mon invité aujourd'hui est Philippe Etienne, ambassadeur, qui a été le Sherpa du président Macron de 2017 à 2019, puis ambassadeur de la France aux États-Unis à Washington jusqu'en 2023. Donc, vous connaissez très bien Donald Trump, dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Philippe. Alors, est-ce que Donald Trump est en train de complètement modifier les règles internationales et notamment de s'affranchir de ce qui est du droit international, du multilatéralisme? Est-ce que c'est réellement son projet? Bonjour Pascal et merci beaucoup pour l'invitation. Oui, je crois que cela fait partie de son projet. Son projet, c'est les États-Unis, bien sûr, mais comme il le dit, rendre sa grandeur aux États-Unis, c'est-à-dire aussi quand même, se défaire de toutes les contraintes que les, relations internationales et surtout, le monde multilatéral, imposent aux États-Unis. Ceci étant dit, ce n'est pas totalement nouveau. Dès le début, les États-Unis sont à la création du monde multilatéral de l'après Deuxième Guerre mondiale, hein. Les Nations unies sont créées à San Francisco et prennent leur siège à New York, leur siège principal, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international sont, également créés, aux États-Unis, et ont leur siège à Washington. Mais dès le début, on voit bien que les États-Unis, n'ont pas, une appétence particulière pour les contraintes multilatérales. Ils sont un frein à la puissance. C'est la puissance, la plus importante dans le monde, Mmh. voilà. Donc ça, c'est de toute façon une constante. Et puis alors depuis quelques années, indépendamment de qui est au pouvoir à Washington, on sent cette tendance, cette réticence au multilatéral, c'est-à-dire cette réticence en fait à accepter des règles multilatérales de plus en plus fortes. Et le meilleur exemple, je crois, c'est le commerce international. Et cela, ça date, précisément, de l'époque où les États-Unis se rendent compte que, de leur point de vue, ils ont sans doute fait une erreur, c'était sous Bill Clinton, en acceptant, sans contrainte supplémentaire pour Pékin, l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Et donc on voit, notamment dans les années 2010, que ce soit les démocrates ou les républicains, de plus en plus réticents, notamment vis-à-vis de ce multilatéral commercial. Bien entendu, Donald Trump en rajoute et il passe à la vitesse, supérieure, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va vraiment, effectivement, il fait une rupture. Disons qu'il y avait une sorte d'accommodement avec le droit international quand on le violait sans claironner qu'on le violait, mais maintenant, c'est revendiqué. Oui, oui, avec parfois des extrêmes, étonnants puisque, les démocrates comme les républicains ne souhaitent pas que les États-Unis, ratifient, la Cour pénale internationale, mais les républicains de Trump vont jusqu'à mettre des sanctions contre la Cour pénale internationale, ce qui est quand même, heu, assez extraordinaire quand on y pense. Une institution internationale sanctionnée par, le principal, pays, en termes de puissance dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le raisonnement de Donald Trump de dire à la fois qu'il faut rendre sa grandeur à l'Amérique et admettre implicitement qu'elle n'a plus la grandeur qu'elle avait auparavant et d'agir comme si le monde était resté unipolaire alors qu'il ne l'est peut-être plus et Et qu'il l'est bien certainement sûr, plus? non, bien sûr, ce slogan «rendre, la sa grandeur à l'Amérique» est de toute façon très paradoxal parce que, si l'on regarde l'évolution des économies, mondiales, depuis les années 90, l'Amérique n'a jamais été aussi forte économiquement, que l'on prenne, l'évolution de sa richesse par habitant. Il y a même un décrochage que l'on prenne le critère absolument essentiel de l'innovation technologique. Il y a même un décrochage par rapport à l'Europe et à d'autres régions du monde en faveur des États-Unis. Mmh. Donc ce slogan «Rendre sa grandeur à l'Amérique», a un autre sens et je pense que, son sens le plus profond, c'est l'intuition, qu'a eue Donald Trump et qui lui a permis d'être élu et même d'être élu 2 fois président des États-Unis, qu'il y avait une large insatisfaction au sein de la population américaine et notamment au sein de certaines classes dans cette, population américaine, le sentiment d'être délaissé, l'abandon, par les élites, notamment les élites, dans, les grandes villes des côtes est et ouest et donc c'est cela que renferme le message, MAGA, rendre à l'Amérique sa grandeur. On s'adresse à ces gens-là.
Mmh. Est-ce que, en fait, Trump a, vite fait d'attaquer Biden, d'être sleepy show, ne pas faire fait grand-chose, mais est-ce que stratégie de Biden par rapport à la Chine n'était pas plus clairvoyante que celle de Trump? Trump attaque tout le monde, Biden essaie de créer une coalition contre la Chine, le Quad avec, l'Australie, l'Inde et le Japon, dire la coalition des démocraties contre l'axe des pays autoritaires, alors qu'en mettant à bas la notion d'alliance, Trump finalement, s'isole. Oui, c'est très juste. En tout cas, il prend, la question chinoise qui, comme vous le dites à juste titre, est vraiment la question centrale pour les États-Unis. C'est la question de la puissance, c'est la question de l'hégémonie dans le monde, sous un angle qui, n'est pas du tout le même que, celui de l'administration Biden. En d'autres termes, il y a un consensus aux États-Unis pour dire que le principal sujet, le principal défi pour les États-Unis aujourd'hui, c'est l'émergence de la puissance chinoise, mais les réponses ne sont pas du même ordre. Et la réponse apportée après certains tâtonnements d'ailleurs par l'administration Biden, comme j'ai pu le constater, puisque c'était l'époque où j'étais ambassadeur aux États-Unis, elle repose notamment en effet sur deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est de situer les mesures de contrainte de, de qui permettent de contenir la puissance chinoise, essentiellement sur le plan de la technologie et donc en termes de contrôle des exportations, de tout ce qui a peut contribuer au progrès technologique de la Chine. Et deuxièmement, effectivement, repose sur la notion d'alliance. C'est-à-dire que, comme le disaient les responsables de cette administration, nous avons des alliés alors que la Chine, en gros, a des obligés. Alors paradoxalement, ça a un effet sur l'Europe parce que les démocrates, étaient beaucoup plus, entre guillemets, «exigeants» vis-à-vis de l'alignement des Européens ou d'autres alliés, par exemple le Japon, la Corée du Sud, sur la politique américaine vis-à-vis de la Chine, que, aujourd'hui Donald Trump qui estime que sa relation avec la Chine, comme avec n'importe quel autre pays d'ailleurs, mais en particulier avec la Chine, c'est une relation bilatérale, de pays à pays, de dirigeant à dirigeant, d'homme à homme. Chaque fois qu'il parle de Chine, il parle de Xi Jinping. Il parle, même quand les relations sont très mauvaises, il dit: «Mais moi, j'ai une bonne relation avec le dirigeant chinois». Donc effectivement, Donald Trump, il prend, toutes les relations internationales et notamment, la plus importante pour les États-Unis, qui est la relation avec la Chine, sous cet angle non seulement bilatéral, mais même personnel. Mmh. Et alors, on a aussi le sentiment que, en fait, est-ce que c'est la fin du monde occidental? Quand il dit qu'il ne veut plus s'occuper de l'Ukraine, qu'il traite l'Union européenne d'ennemi, c'est que c'est un ennemi qui a été créé pour nous entuber, a-t-il dit dans son langage fleuri. Est-ce qu'on assiste à la fin du concept de monde occidental dans lequel on vit au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Alors là aussi, il faut prendre un peu de distance et regarder, comment, le monde a évolué, notamment depuis les années 70, quand, les présidents français, américains, Valéry Giscard d'Estaing, Gerald Ford créent le G7. Le G7, les 7 principales puissances, économiques du monde, toutes, occidentales, si l'on considère le Japon, au plan politique et économique comme une puissance occidentale, en fait, dominent le monde sur le plan économique et largement aussi sur le plan politique. Et donc, bien avant, Donald Trump, on a vu cette tendance évoluer et l'Occident représentait une part de plus en plus faible, en fait, de, la richesse mondiale et aussi de l'influence politique. Il y a certes eu ces années, qui ont suivi la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique où on a parlé d'un moment unipolaire où les États-Unis se sont trouvés, seuls aux commandes en quelque sorte. Mais c'était un peu une illusion parce que parallèlement, le monde, continuait à suivre cette évolution, l'émergence chinoise, pendant un certain temps, un peu cachée. C'était même voulu par une certaine humilité de Deng Xiaoping. Elle continue et aussi l'émergence d'autres puissances, en Asie et même en Amérique latine. Donc cette évolution, elle continuait malgré ce moment unipolaire et évidemment, aujourd'hui, cela paraît une évidence que cette, domination occidentale a totalement disparu. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a plus, que le concept d'Occident n'a plus aucune pertinence? C'est là effectivement où Donald Trump intervient parce que, on pouvait encore
assigner à cette notion d'Occident des valeurs liées à la notion d'allié, à la notion de démocratie, mais déjà moins, parce que c'est dangereux pour nous de dire que les démocraties sont occidentales. Ce n'est pas vrai d'ailleurs, il y a des démocraties partout, sur tous les continents. Donc il faut faire attention, c'était un peu trop notre tendance de se laisser pousser à cette assimilation. Mais en tout cas, il y avait ces alliances. Et c'est vrai que Donald Trump, lui, la notion d'alliance, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Il considère chaque pays pour la valeur qu'il voit à sa relation avec ce pays. Allié ou pas allié, ce n'est effectivement pas tellement sa priorité. Et l'Union européenne, c'est un peu le cas ultime, parce que non seulement les alliés européens ou les alliés asiatiques sont surtout des partenaires et qu'ils mesurent à l'aune de ce que ces partenaires leur rapportent aux États-Unis, mais en plus, ils n'aiment pas l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une construction librement consentie, où il y a un accord librement consenti de ses membres pour partager la souveraineté. C'est exactement le contraire de l'idéologie que ce qu'on peut appeler l'idéologie MAGA. Ce sont des pays qui se mettent d'accord finalement pour aller assez loin dans le partage de souveraineté. Alors évidemment, l'Union européenne, c'est-à-dire en fait, on va célébrer les 75 ans de la déclaration de Robert Schuman, évidemment le 9 mai 1950, c'est pas a pas du tout été créé pour entuber les États-Unis. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Premièrement, les États-Unis ont largement participé, à cette création. Je ne dirais pas qu'ils ont créé, ça c'est Mmh. exagéré. Moi, je pense que l'Union européenne a été créée à l'époque, on appelait ça la CECA, la Communauté européenne charbon acier, par la volonté des Européens eux-mêmes et notamment des Français et des Allemands de vraiment ne plus répéter cela. Mais ils ont été encouragés par la diplomatie américaine, qui elle aussi voulait éviter de refaire les mêmes erreurs qu'après la Première Guerre mondiale. Et puis il y avait le contexte de la guerre froide. Donc bien entendu, l'intégration européenne a été créée, s'est développée avec l'encouragement américain. Mais aujourd'hui, l'Union européenne, s'est développée, a pris de nouvelles compétences et Donald Trump, même sous son premier mandat, considérait avec plus que la réticence, avec hostilité, ses pouvoirs, en matière de politique commerciale, en matière de politique de concurrence, donc de capacité à imposer des amendes à des grandes sociétés américaines, de quelque chose qui n'était pas un pays. Qui do comment faut-il négocier, par exemple, sur tous ces sujets? Voilà, donc effectivement, cela vide encore plus de son sens la notion d'Occident. Est-ce qu'il faut pour autant renoncer à ce qui nous rapproche des États-Unis? Moi, je suis aussi président de la mission pour le 80e anniversaire de la libération de la France et de la victoire de 1945. J'ai accueilli les vétérans américains, des centenaires, hein, des gens, des héros en fait, britanniques, canadiens ou les résistants français qui sont encore avec nous. Tous ceux qui ont participé à la libération de notre pays de l'intérieur, ou qui sont venus de l'extérieur. Je pense qu'on a quand même tellement de points qui nous ont rapprochés dans notre histoire et tellement d'intérêts communs encore aujourd'hui qu'il faut essayer de garder, je dirais pas non pas cette notion d'Occident, mais une relation quand même forte avec les États-Unis. Et vous connaissez très bien ce pays et vous avez vu plusieurs administrations. Est-ce que ceux qui pensent que Trump est une parenthèse qui va bientôt se refermer s'illusionnent? Alors réponse, de Normand, oui et non. Heu, non, il ne s'illusionnerait pas s'il y avait de nouveau une alternance très forte. Mais oui, parce que même s'il y avait une alternance et on n'en sait rien, parce que ça se jouera dans 4 ans, l'Amérique, elle continue à bouger. Et le mouvement qui a porté Donald Trump, au pouvoir, en 2016 et qui lui a permis de revenir, à la Maison Blanche en 2024, c'est un mouvement aussi qui vient du fond de l'évolution de la société américaine. Et quand on voit combien le parti démocrate, est sonné, si on regarde les chiffres de l'élection de 2024, c'est vrai que la victoire est nette pour Donald Trump, mais c'est pas non plus un raz-de-marée, mais le parti démocrate est sonné. Il est sonné et je crois que c'est parce qu'il prend la mesure de ce qu'il a finalement, il a manqué cette évolution, de la société américaine ou peut-être il s'est laissé, enfermer, dans une, solidarité sans doute par ailleurs justifiée, hein, avec une partie seulement de cette société
Et donc, après Donald Trump, le parti républicain ne va pas revenir à l'état où il était avant, Donald Trump et c'est une évolution qui a commencé dans les années 90 en fait, hein. Et le parti démocrate non plus, ne pourra plus faire l'impasse de ce qui s'est passé et de l'évolution de cette société américaine. Donc, oui, les États-Unis changent, c'est normal d'ailleurs, et ils changent de manière, définitive. Mais heureusement, nous sommes des démocraties et donc la manière dont les États-Unis continueront à évoluer dépendra quand même beaucoup aussi, du résultat des prochaines élections. Et est-ce que Trump n'est pas en train de tuer la poule aux œufs d'or? Parce qu'en fait, en échange d'une protection américaine, l'Europe, quand on est protégé, on doit quelque chose à son protecteur, qu'il s'agisse d'être dans la cour de l'école ou sur la scène mondiale. Donc en fait, auparavant, dès qu'il y avait une opposition, dès qu'on voulait un peu s'attaquer à la législation extraterritoriale américaine, le réflexe, c'est de dire: «Ah oui, mais attention, on a besoin des renseignements américains au Sahel» ou «Attention», depuis surtout la guerre en Ukraine, on ne peut pas faire sans les Américains. Et là, auparavant, on acceptait des connexions commerciales un peu défavorables avec les États-Unis parce que c'était en échange de la protection. Là, Trump nous dit: «Je vous taxe et je vous protège plus». Donc est-ce qu'il n'est pas en train, finalement, de créer lui-même le fossé, alors qu'il avait finalement une domination, acceptée par les Européens qui étaient favorables aux Américains et qui ne coûtait pas cher? Alors il contestera sans doute le fait que ça ne coûtait pas cher parce que c'est justement son Non, mais argument. dans la réalité, dans Mais la dans la réalité. réalité, vous avez complètement raison et c'était d'ailleurs, ce que pensaient les démocrates, qui, ont joué, le jeu de reconnaître l'aspect positif de l'intégration européenne, mais qui en même temps, en voyaient la contrepartie et je le disais tout à l'heure à propos de ce qu'ils recherchaient en termes d'alignement des Européens sur ce qui est pour les États-Unis le point principal, c'est-à-dire la relation avec la Chine. Or, effectivement, Donald Trump, vis-à-vis des Européens notamment, mais pas seulement, on peut dire la même chose des alliés asiatiques, heu, met, met sur la table une nouvelle équation. Est-ce que pour autant, il faut s'en féliciter et dire que, il décomplexe, ou il crée des degrés de liberté supplémentaires pour ses alliés? Ou il faut pas non plus aller jusqu'au paradoxe, on voit avec toutes ces décisions, et notamment, avec ce qui se passe en Ukraine, et son envie de nouer un partenariat positif avec la Russie de Vladimir Poutine, les problèmes considérables que cela peut entraîner, y compris pour l'Europe et sa sécurité. Mais malgré tout, c'est vrai que, notamment, en Europe, les pays qui nous disaient, à nous Français, qui avons été les premiers à parler d'Europe puissance, de souveraineté européenne, d'autonomie stratégique, et cetera, qui nous disaient surtout, «N'abordons pas trop ces domaines, ces perspectives. Vous avez peut-être raison sur le long terme, mais, on ne veut surtout pas, pousser Washington à changer d'attitude vis-à-vis de l'Europe». Bah oui, mais Washington maintenant a changé d'attitude vis-à-vis de l'Europe. Donc, même si on sent toujours et on peut le comprendre. Moi, j'étais ambassadeur en Roumanie, je sais ce que ça représente l'adhésion à l'OTAN pour un pays comme la Roumanie. C'est pareil en Pologne, c'est pareil dans les pays baltes. Il faut que nous, Français, on comprenne cette histoire, cette géographie de nos voisins de l'Europe centrale au sein de l'Union européenne. Mais malgré tout, les choses ont bougé. Les choses ont bougé même pour ces pays et même s'ils conservent le souci tout à fait légitime et tout à fait raisonnable, que les États-Unis restent à bord de la sécurité européenne, on voit que maintenant, t largement, le consensus a progressé sur cette notion de souveraineté européenne, et sur le fait qu'il faut développer la défense européenne. Ça, d'une certaine manière, c'est l'élection et notamment le retour de Donald Trump qui, avec ce qu'il a dit dans sa campagne, ce qu'il fait depuis son élection, a provoqué cette accélération de ce sentiment au sein de l'Europe. Est-ce que son erreur, si c'est une erreur, n'est pas quand on est président des États-Unis, on a un tas d'avantages en soft power. Est-ce que son erreur n'est pas d'utiliser avant tout le hard power et de négliger cette invention américaine conceptuelle qui est le soft Mmh. power?
C'est sans doute une erreur. En tout cas, c'est ce qu'il fait. Quand on voit lui et son administration, parce qu'il est inspiré par une nouvelle équipe qui est beaucoup plus, je dirais, structurée dans sa pensée, dans son idéologie que celle qui l'entourait dans son premier mandat, va supprimer, USAID, c'est-à-dire toute l'aide au développement, des États-Unis, va supprimer Voice America, c'est-à-dire la radio qui porte le message politique, des Américains. Quand on voit que finalement que, heu, les questions de valeurs, de droits de l'homme, de démocratie, n'entrent plus en ligne de compte dans, le message porté, dans le monde par les États-Unis. Quand on voit que les États-Unis de Donald Trump veulent se retirer encore plus que sous son premier mandat. Nous en parlions tout à l'heure, des organisations multilatérales, puisque Donald Trump, dans les premiers jours de son deuxième mandat, a confié à son secrétaire d'État, c'est-à-dire à son ministre des Affaires étrangères, le soin de lui faire des propositions sur toutes les organisations internationales où les États-Unis devraient rester, mais aussi toutes celles dont les États-Unis devraient partir. Donc, bien sûr, finalement, c'est un retrait qui, sur le long terme, heu, pourrait coûter beaucoup d'influence aux États-Unis, y compris vis-à-vis de la Chine. C'est là où il y a un paradoxe parce que, dans cette concurrence avec la Chine, les États-Unis laissent, le terrain libre, à leur grand rival. Est-ce que vous êtes inquiet pour la démocratie américaine? C'est une question qui, moi évidemment, comme j'ai vécu aux États-Unis et on ne peut pas ne pas aimer ce grand pays, quand, on vit, mmh, aux aux côtés de sa société, on ne peut pas ne pas l'admirer aussi. D'autant plus que j'ai aussi été professeur à l'université de Columbia après avoir été, ambassadeur. Mais on ne peut pas non plus ne pas être inquiet de certaines décisions et en même temps, on ne peut pas non plus ne pas penser que la démocratie américaine, est forte. Elle est très spécifique et parfois on a du mal à comprendre en France ou en Europe, ce qui la constitue. Parce qu'en fait, elle est le résultat de cette histoire et qui commence avec la Constitution et tous ces amendements, notamment, les premiers amendements, The Bill of Rights, qui vont déterminer l'orientation, toute l'histoire de la Constitution, de la démocratie américaine. L'organisation de la justice aussi est très particulière avec, la justice fédérale, avec à son sommet la Cour suprême mais des tribunaux fédéraux qui sont sur tout le territoire américain. Hem, il y a énormément de caractéristiques qui sont, très spécifiques et cette démocratie a quand même, une tradition très forte. Donc moi je pense que, les développements que l'on voit depuis quelques mois aux États-Unis, sont liés à ces tendances d'histoire ancienne, à des discussions ou à des polémiques ou à des débats juridiques et aussi quand même à des tendances de ce nouveau pouvoir présidentiel qui est venu, avec quand même, des idées assez précises, pour, hem, finalement épurer l'administration fédérale, heu, Il y a un risque pour pour, si c'est la survie, mais du moins la solidité de la fédérale? créer, un exécutif unitaire. C'est l'un des débats juridiques auxquels je faisais allusion, hein. Alors que dans l'exécutif fédéral, il y avait des pouvoirs assez autonomes, des agences, des régulateurs autonomes, le ministère de la Justice relativement autonome. Pour, affirmer le rôle, de l'exécutif fédéral, du président par rapport au Congrès, donc tout ça est très clair et on voit aussi, des décisions qui sont prises, vis-à-vis de la presse, des critiques contre la justice. Hem, moi j'interprète ça comme un mouvement de réaction contre l'évolution, de la démocratie américaine, depuis plusieurs dizaines d'années. Je veux croire que, je le répète, la démocratie américaine, saura aussi, traverser cette période et de toute manière, nous aurons assez rapidement,
des réponses à ces questions parce que la démocratie américaine est caractérisée par, quelque chose qui est unique, par rapport à ce que nous avons en Europe, c'est la fréquence des élections. Le L'une des 2 chambres, la Chambre des représentants, est entièrement renouvelée tous les 2 ans et le Sénat, renouvelé par tiers également tous les 2 ans. Donc les prochaines élections, au niveau national, auront lieu, en novembre 2026. Est-ce qu'on peut parler de 2 États, enfin que les États désunis? Est-ce qu'il y a vraiment, 2 sociétés qui ne se parlent plus? Oui, la polarisation est très forte. Ça ne veut pas dire que 50 des Américains sont d'un côté, 50 des Américains sont de l'autre. Il y a bien sûr au milieu beaucoup d'Américains qui souffrent de cette polarisation. Mais, incontestablement, déjà depuis longtemps, il y avait une différenciation géographique très forte, heu, notamment entre les côtes est et l'ouest d'un côté qui sont, très démocrates et tout ce qui est au milieu, les flyover states, qui sont beaucoup plus républicains. Donc déjà, au départ, on a une, différenciation assez traditionnelle et puis cette polarisation dans la société, évidemment dans la politique qui s'est beaucoup renforcée, notamment, sous l'effet, du fonctionnement de l'information à l'âge des plateformes technologiques, hein, ce qu'on appelle les bulles informationnelles où chacun ne parle qu'à ceux qui sont d'accord, ou des bulles qui se forment et qui s'opposent au débat démocratique. Et ce phénomène, il est très fort aux États-Unis, mais soyons objectifs, il est aussi très fort de plus en plus dans nos Mmh. démocraties en Europe. Donc tout ce qui se passe dans la démocratie américaine n'est pas sans nous rappeler aussi l'évolution et les risques, qu'affrontent, nos propres, démocraties. Il y a des facteurs spécifiquement américains, mais il y a aussi des facteurs que nous constatons aussi en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Merci Philippe Etienne de nous permettre de voir plus clair non seulement dans la vie de Trump, mais également et surtout dans la société américaine. Merci encore à vous de cette invitation.